Ma fille m'a dit que je n'étais pas invité au mariage de mon petit-fils. Elle a dit que tout le monde avait insisté pour cela. Je lui ai répondu que je comprenais et, en silence, j'ai gelé le fonds fiduciaire sur lequel tout le monde comptait. Ce qui s'est passé ensuite a été assez inattendu. Je n'ai jamais été le genre d'homme qui exige de la gratitude. Je ne suis pas fait comme ça. J'ai été élevé avec cette sorte de fierté qui s'installe dans les os quand tes mains se couvrent de callosité. Ta parole est solide et ton nom signifie quelque chose dans la ville. J'ai dirigé une entreprise de construction pendant près de 40 ans. J'ai coulé des fondations en hiver, élevé des structures sous la chaleur de juillet, et j'en suis venu à connaître chaque clou et chaque vis comme s'ils faisaient partie de la famille. Mais mon vrai legs n'était pas les bâtiments, c'était Mélanie. Ma fille est arrivée au monde avec les yeux de sa mère et mon entêtement. Et après la mort d'Hélène quand Mélanie n'avait que 12 ans, je l'ai élevée seule. Chaque genou écorché, chaque mauvaise note, chaque cœur brisé, j'étais là. Pas parfait, jamais bavard, mais constant. Toujours constant. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais économisé assez pour vivre confortablement et encore aider quand je le pouvais. Je ne conduisais pas un pick-up de luxe, je ne faisais pas de croisière ni de golf. Ma joie venait de voir Mélanie et Evan, mon petit-fils, avancer dans la vie. Evan était un bon garçon, intelligent, gentil, respectueux, d'une manière que les garçons d'aujourd'hui nous enseignent beaucoup. J'ai aidé à payer sa première voiture, j'ai cautionné ses prêts universitaires et je lui ai même appris à poser des plaques de plâtre quand lui et ses amis ont essayé de transformer le sous-sol en studio. Il m'appelait Gramps, toujours avec un sourire, comme si j'étais un secret dont il était fier de partager. Ces petits moments étaient tout. Ils rendaient la douleur de manquer Hélène un peu plus facile à porter. Quand Evan s'est fiancé l'automne dernier, j'ai commencé à penser à l'avenir différemment. Je ne voulais pas simplement leur acheter un grille-pain ou écrire un chèque pour le traiteur. Je voulais faire quelque chose qui dure. Alors j'ai rencontré mon avocat et j'ai créé un fonds fiduciaire suffisant pour l'acompte d'une maison et une vraie lune de miel. De celle qu'on prend quand on est jeune et qu'on croit encore que le monde nous doit quelque chose de doux. Je n'en ai rien dit à Mélanie ni à Evan. Je voulais que ce soit une surprise, un geste qui dise « Ta famille croit en toi ». Parce que c'est ce que je pensais que nous étions. Une famille imparfaite, mais unie par le temps, l'effort et l'histoire partagée. Je me souviens d'être assis dans ma cuisine un matin en buvant mon café noir quand Mélanie a appelé. Sa voix semblait tendue, polie de cette manière brutale qu'elle utilise quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait qui va faire mal. « Papa, » a-t-elle dit, « il faut qu'on parle de la noce. » J'ai souri, pensant qu'elle voulait que je fasse un discours ou que j'aide à choisir le lieu. « Bien sûr, » ai-je dit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y a eu une longue pause, inconfortable. Puis elle s'est raclé la gorge et a dit « Nous avons décidé qu'il vaudrait probablement mieux que tu ne viennes pas. » Au début, j'ai pensé avoir mal entendu. « Pardon. C'est juste que la fiancée d'Evan et ses parents pensent que ce serait plus facile, moins compliqué. Tu sais comment ça peut être parfois. » Je suis resté à fixer le mur au-dessus de l'évier où se trouvait la photo d'Evan à 6 ans, tenant un marteau à côté d'une petite maison à oiseaux tordus que nous avions construite ensemble. Je ne sentais même plus la tasse de café dans ma main. Compris. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement raccroché, et je suis resté assis dans le silence, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le battement de mon propre cœur dans mes oreilles. Cette nuit-là, je suis descendu au sous-sol, j'ai ouvert le vieux classeur et j'ai sorti les documents du fonds fiduciaire. J'ai feuilleté les pages, puis j'ai appelé mon avocat et lui ai dit de geler le compte sans explication, juste les instructions. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas mis en colère, j'ai simplement fait ce que j'ai toujours fait, l'ajustement nécessaire. S'il ne me voulait pas à la noce, il n'avait pas besoin de mon aide pour construire un avenir. Aussi simple que ça. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais la vérité ne semblait pas simple. Elle semblait une trahison enveloppée dans un sourire. J'avais passé des décennies à être présent, à faire les choses difficiles, à m'assurer que ma fille et mon petit-fils ne ressentent jamais le vide que j'avais ressenti en grandissant. Et en un seul appel téléphonique, j'ai su quelle était ma vraie place. Non pas comme famille,
mais comme meuble. Utile jusqu'à ce qu'il devienne incommode. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis sur le porche arrière avec une couverture sur les épaules, regardant les étoiles s'éteindre une par une. L'air était froid et mes os me faisaient mal, mais je suis resté là parce que je savais que quelque chose avait changé, quelque chose que je ne pouvais ni réparer ni reconstruire, et pour la première fois depuis très, très longtemps, je n'étais pas sûr de vouloir essayer. Je n'ai dit à personne ce que Mélanie avait dit, ni à mes amis de la quincaillerie, ni à la vieille équipe avec qui je prends encore un café une fois par mois, et encore moins aux voisins qui demandaient toujours des nouvelles de la noce chaque fois que je relevais le courrier. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés supposer que je serais là, au premier rang, souriant comme n'importe quel grand-père fier, qu'ils pensaient que j'essayais un costume, que je réservais un hôtel, peut-être que je répétais un toast. J'acquiesçais poliment et ne révélais rien. Parce que, qu'y avait-il à dire? Que ma propre fille m'avait désinvité du mariage de mon petit-fils, comme si j'étais un oncle honteux avec un problème d'alcool, que j'étais devenu une note de bas de page dans une histoire que j'avais aidé à construire depuis les fondations. Non, je ne pouvais pas le dire à voix haute. Le dire le rendrait réel, et je n'étais pas prêt pour ça. Pas encore. Les jours ont passé en traînant, chacun aiguisant le poids de ses mots. Tu sais comment ça peut être parfois. Qu'est-ce que ça voulait même dire? Trop opiniâtre, trop direct, trop réticente à faire semblant d'aimer toutes leurs décisions. Je n'ai jamais élevé la voix avec Evan, je n'ai jamais critiqué sa fiancée. Même quand Mélanie m'a raconté à voix basse les parents contrôlants et le goût extravagant d'Elisa, j'ai gardé le silence. Quand Evan a abandonné l'école supérieure et a pris un travail mal payé, je l'ai soutenu. J'étais là. J'étais constant. Mais je suppose que la constance n'est plus à la mode. Peut-être qu'il est plus facile d'écarter l'homme qui ne s'intègre pas dans ta vie soigneusement organisée, celui qui te rappelle les parties désordonnées que tu préférerais oublier. J'ai pensé à la rappeler. Je l'ai répété dans ma tête des dizaines de fois. Dans certaines versions, je la confrontais. Dans d'autres, j'agissais comme le père blessé qui cherche juste à comprendre. Mais dans chaque version, j'entendais ce même ton condescendant et serein, comme si elle était l'adulte et moi l'enfant entêté qui ne sait pas ce qui est le mieux. Je ne le supportais pas. Alors au lieu de ça, j'ai gardé le silence. Je me suis concentré sur le travail. Pas celui qui est payé, mais celui qui garde les mains occupées et l'esprit calme. J'ai refait la terrasse, changé les gouttières, réorganisé le garage, n'importe quoi pour ne pas rester immobile avec ma propre déception. Quand la semaine de la noce est arrivée, je l'ai senti comme un changement de temps. La maison est devenue plus froide, même si le soleil brillait. Le silence est devenu plus lourd, plus cinglant. Le jour avant la cérémonie, Mélanie a publié une photo en ligne. Elle en robe bleu pâle à côté d'Evan en costume. Ils avaient l'air heureux, rayonnants, comme s'il ne manquait aucune pièce, comme s'il n'y avait pas d'ombre derrière les sourires. Je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû, cherchant un signe quelconque de regret pour m'avoir laissé de côté. Il n'y en avait aucun. S'il y en avait un, il semblait soulagé. Le jour de la noce est arrivé, et je l'ai passé seul. Pas par accident, pas dans un accès d'autocompassion, mais délibérément. J'ai préparé un gros petit déjeuner, œufs, bacon, toast, tout. Je me suis assis à table, j'ai servi mon café, et je n'ai pas regardé le téléphone. Vers midi, je suis sorti dans la remise et j'ai commencé à poncer une vieille chaise berçante que je voulais réparer depuis des années. J'ai perdu la notion du temps. Le rythme du travail, le bourdonnement de la ponceuse, l'odeur de sciure noyaient la douleur d'une manière que rien d'autre ne pouvait. Je n'ai pas pensé à Evan prononçant ses vœux, ni à Mélanie portant un toast, ni à la famille dansant et buvant pendant que je restais assis en silence. J'ai juste travaillé, parce que le travail était la seule chose qui ne m'avait jamais trahi. Plus tard cet après-midi-là, j'ai fait griller un steak, servi un verre de whisky et je me suis assis sur le porche arrière en regardant le ciel passer de l'orange au violet. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de message et le vide que je craignais tant ne m'a pas complètement dévoré. Il s'est assis à côté de moi silencieux et respectueux, comme un vieil ami qui sait qu'il vaut mieux ne pas parler. J'ai pensé à Hélène, à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir ce désastre. Elle serait furieuse. Elle disait toujours que je donnais trop sans rien demander en retour. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était mon défaut fatal, aimer ma famille sans condition et croire que ça suffirait toujours.
Le lendemain matin, j'ai rangé le cadeau de mariage que j'avais déjà acheté, une montre personnalisée avec les initiales d'Evan et la date gravée au dos. J'avais prévu de la lui donner au dîner de répétition, quelque chose de sentimental pour marquer le moment. Au lieu de ça, je l'ai mise au fond du placard, derrière les albums photos et les documents fiscaux. Je ne pouvais pas le jeter, mais je savais que je ne le lui donnerais jamais. Ce moment était passé et avec lui quelque chose en moi s'était brisé en silence. Pas par colère, pas par dépit, mais par compréhension. Et la compréhension est une chose étrange, elle n'arrive pas toujours avec clarté. Parfois elle s'infiltre comme une fuite lente, inaperçue, jusqu'à ce que le sol pourrisse. Et quand tu sens enfin la pourriture, le mal est déjà fait. C'est comme ça que ça s'est senti, comme si j'avais vécu avec une trahison silencieuse pendant des années et que je ne pouvais la voir pour ce qu'elle était que maintenant. La façon dont Mélanie a cessé de me demander mon opinion, la manière dont Evan a commencé à me rendre visite de moins en moins. Les appels polis mais distants au fait, les signes étaient là. Je ne voulais simplement pas les croire. J'ai fermé le compte du fonds fiduciaire ce lundi-là. J'ai appelé l'avocat, confirmé le gel et lui ai demandé de m'envoyer toute la documentation. Je voulais que ce soit définitif, sans ambiguïté. Quand il m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour l'expliquer à la famille, j'ai ri, court, amer. Ils ont déjà tout expliqué, lui ai-je dit. Ils ne veulent pas que je m'implique. En raccrochant, j'ai senti une étrange calme s'installer sur moi. Ce n'était pas de la satisfaction, pas de la vengeance, c'était de la détermination de ce genre qui arrive quand on arrête enfin de faire semblant que les personnes qu'on aime sont incapables de nous blesser. Je n'étais pas en colère, j'étais réveillé. Les jours après la noce ont semblé étranges. Pas douloureux comme je l'avais imaginé, mais vides, comme marcher dans une maison après qu'elle a été vidée. Tout était encore là. Les photos au mur, l'odeur du vieux cuir dans mon fauteuil inclinable, le tic-tac de l'horloge sur la cheminée, mais quelque chose s'était vidé sous la surface. Je n'ai rien eu de Mélanie. Ni remerciement, ni appel de suivi, ni même un cupcake restant ou un appel de courtoisie pour dire que la journée s'était bien passée. C'était comme si on m'avait effacé proprement, chirurgicalement, sans laisser de traces. J'ai continué à attendre que la douleur se transforme en rage, quelque chose de fort et aigu qui justifierait ce que j'avais fait. Mais tout ce que je ressentais était une quiétude finale, comme la dernière page d'un livre que je ne savais pas que j'écrivais. J'ai essayé de poursuivre mes routines. Chaque matin, je marchais jusqu'au dîner de la rue principale, où je prenais mon petit déjeuner avec le même groupe d'hommes retraités depuis près de 10 ans. On parlait de toujours les mêmes choses. Politique, baseball, le nouveau projet urbain qui ruinait le quartier nord. Tout le monde me demandait des nouvelles de la noce. Alors, comment ça s'est passé, Bobby? Tu as pleuré quand le gamin a dit « Oui, je le veux » a plaisanté l'un d'eux. J'ai juste souri, bu une gorgée de café et haussé les épaules. Je n'y suis pas allé, ai-je dit sans expression. Le silence qui a suivi était épais, personne n'a insisté. Quelques-uns ont échangé des regards, mais la conversation a dévié sur un autre sujet. On ne m'a plus jamais reposé la question. À la maison, le silence pesait plus lourd. Les papiers du fonds fiduciaire étaient archivés, officiellement gelés, plus accessibles sans ma signature. J'avais clairement indiqué que rien ne serait distribué sans mon autorisation écrite, ce que je n'avais pas l'intention de donner. L'avocat, M. Forrester, a appelé une fois pour confirmer. « Juste pour confirmer que vous maintenez votre position », a-t-il demandé prudemment, comme s'il essayait de ne pas m'offenser. « Je confirme qu'ils maintiennent la leur », ai-je répondu. Et là, tout s'est terminé. Les photos ont commencé à circuler cette semaine-là. Album en ligne, photos taguées, sourires en 100 poses différentes. Evan en costume bleu marine impeccable, sa fiancée Elisa avec une robe qui semblait coûter plus que ma première maison. Mélanie entre eux, rayonnante, tenant un bouquet comme si elle était la mère de l'année. J'ai étudié son visage comme je lisais autrefois les plans de chantier, cherchant des fissures, des incohérences, un cadre faible, mais elle avait l'air heureuse, tranquille. Mon absence n'avait projeté aucune ombre sur son expression. Il y avait une photo qui m'a surpris. Evan posant avec les parents d'Elisa, les enlaçant. La légende disait « entouré d'amour ». Je l'ai regardé longtemps. Je ne sais pas ce que j'espérais. Peut-être une mention, un toast en mon honneur, une légende qui dirait « Tu nous as manqué, grand-père ». Quelque chose de petit, une reconnaissance que je n'étais pas juste un homme oublié dans l'arbre généalogique, mais il n'y avait rien.
Le monde numérique avait avalé l'événement et l'avait recraché comme si je n'avais jamais existé. Je me suis déconnecté après ça. J'ai supprimé les applications du téléphone. Je n'avais pas besoin de rappel des endroits où je n'appartenais plus. Ce week-end-là, j'ai ouvert le vieux coffre en cèdre dans ma chambre, celui que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, quelques souvenirs de l'enfance de Mélanie, son premier bulletin scolaire, un dessin au crayon d'une vieille maison, une fleur pressée de son bal de promo. J'avais tout gardé, chaque souvenir, chaque réussite. J'ai passé mes doigts sur le papier, sur les lignes fragiles de son écriture, et j'ai senti quelque chose se briser au plus profond de ma poitrine. Je ne pleurais pas seulement mon exclusion de la noce. Je portais le deuil de l'idée que toutes ces années d'amour et d'effort s'étaient évanouies en rien de plus qu'une gratitude lointaine du genre qu'on exprime une fois par an sur une carte de Noël. J'ai pensé à Hélène. Elle aurait détesté tout ça. Elle avait un feu en elle qui ne laissait jamais passer une injustice. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête. « Ne les laisse pas te marcher dessus, Robert. Tu comptes. Ta présence compte. » Mais elle n'était pas là, et j'étais fatigué de me disputer avec des fantômes. J'ai tout rangé dans une boîte, photos, dessins, anciens devoirs scolaires, et je les montais au grenier. Je ne voulais pas les jeter. Je n'étais pas si froid, mais je ne pouvais plus trébucher sur le passé comme s'il appartenait encore au présent. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour comprendre ce qui venait après, pour reconstruire la version de moi-même qui n'orbitait plus autour d'une famille qui ne me voyait plus comme essentielle. Ce dimanche, j'ai conduit jusqu'à la campagne. Il y a un lac à environ 60 km au nord où Hélène et moi campions avec Mélanie quand elle était petite. Je n'y étais pas retourné depuis des années. J'ai emporté une chaise pliante, un thermos de café et un carnet. Je me suis assis au bord de l'eau pendant des heures, regardant la lumière du soleil se disperser sur les ondulations. C'était un silence paisible, le genre de silence qui ne se sent pas comme une punition. J'ai écrit une lettre à Evan, pas pour l'envoyer, juste pour dire ce que j'avais besoin de dire. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'avais toujours aimé, mais que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est une arme, et que j'en avais fini d'être utilisé comme levier. Quand le soleil s'est caché derrière les arbres, j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Ce n'était pas une fermeture. La fermeture est un mythe, c'était de la clarté. Je n'étais plus en colère, ni même particulièrement triste. J'avais simplement fini de faire semblant, de donner sans limite, d'espérer une reconnaissance qui n'arriverait jamais. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée dans le carnet, et j'ai conduit jusqu'à la maison, en silence. La célébration était terminée. Je n'y avais pas participé, mais je l'avais traversée seul, oui, mais éveillé. Et ça comptait pour quelque chose. Exactement 8 jours après la noce, le téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. La plupart des appels, sitôt un lundi, venaient de télévendeurs ou de rappels automatiques de la pharmacie, et je n'étais pas d'humeur pour aucun des deux. Mais quelque chose dans le numéro, un indicatif vaguement familier, m'a fait décrocher. Papa! La voix de Mélanie a glissé dans le haut-parleur, fine et hésitante, comme si elle testait la température avant de plonger. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste laissé mariner dans le silence qu'elle avait elle-même creusé. Elle a respiré profondément. « Il faut que je te parle, s'il te plaît. » Son ton était différent cette fois, ni poli ni répété. Il y avait un tremblement dedans, un tranchant que je n'avais pas entendu depuis des années. Je me suis adossé dans le fauteuil, une main encore sur la tasse de café que je n'avais pas touchée. « Vas-y, » ai-je dit, d'une voix aussi plate qu'une dalle de béton. Il y a eu une autre pause. Je ne voulais pas te laisser de côté. Elle l'a lâché d'un coup. Ce n'était pas juste moi, ce n'était même pas surtout moi. La famille d'Evan et d'Elisa. Il y avait des inquiétudes. Ils ont pensé que ce serait mieux comme ça. Elle a accéléré ses mots comme quelqu'un qui essaie d'aller plus vite que les conséquences. Ils avaient peur qu'il y ait de la tension. Tu sais comment tu peux te mettre quand... Elle s'est arrêtée. Ils voulaient juste qu'il n'y ait pas de distraction. J'ai laissé ces mots flotter entre nous. Donc j'étais une distraction. Je ne l'ai pas formulé comme une question. Je connaissais déjà la réponse. Mais l'entendre à voix haute, l'entendre essayer de la déguiser comme quelque chose de noble ou de stratégique a fait que ça s'enfonce plus profondément dans mes os. Mélanie a expiré fortement, clairement frustrée que je ne lui facilite pas les choses. Non, papa, il ne s'agit pas que tu sois une distraction, il s'agit que tout se passe bien. Les mariages sont délicats et...
et je suis désordonné. Ah, j'ai fini pour elle. Une complication, une honte. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a-t-elle répliqué d'un ton plus aigu. Maintenant, je ne voulais pas que ce soit comme ça. J'ai essayé de... Mais Mélanie m'a interrompu. Mais Evan a dit... Elle s'est arrêtée encore comme si elle réalisait le peu de pouvoir qu'elle avait dans cette conversation. Ils ont simplement pensé que ce serait mieux sans tension. Alors j'ai ri. Pas un rire joyeux, mais quelque chose de sec et vide. Tu veux dire mieux sans moi? Sa voix s'est brisée. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Evan ne voulait pas te blesser. Il est juste jeune. Il n'a pas compris ce que ça signifierait pour toi. Mais maintenant, il le sait. On le sait tous. Surtout après qu'on a appris pour le fonds fiduciaire. Voilà la raison de son appel. Mélanie a fait une pause en attendant que je réponde. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris une autre gorgée de café déjà froid et je l'ai laissé bouillir dans le silence. Elle a insisté. Je ne savais même pas que tu avais préparé quelque chose comme ça. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que je voulais que ce soit un cadeau. Ai-je dit lentement et délibérément? Pas une transaction, pas un paiement pour être toléré. Un cadeau d'un grand-père qui pensait faire partie de quelque chose. On a commis une erreur, a-t-elle dit rapidement. Une énorme. Mais geler le fonds fiduciaire, est-ce vraiment juste? C'est l'avenir d'Evan. Il commence à peine. J'ai fermé les yeux. Moi aussi, je commençais, ai-je murmuré. Quand j'ai épousé ta mère, on n'avait rien d'autre qu'une voiture d'occasion et un canapé qu'on a trouvé sur le trottoir. Sans aide, sans fonds fiduciaire, juste de la sueur et de l'espoir. Ma voix s'est durcie. Tu crois que j'ai fait tout ça pour qu'Evan l'hérite sans me regarder dans les yeux le jour de son mariage? Papa, non. Laisse-moi finir. J'ai passé des années, des décennies, à m'assurer que toi et Evan ayez plus que je n'ai jamais eu. J'ai raté des fêtes au travail. J'ai renoncé à des vacances pour payer tes freins, ta voiture, tes frais de scolarité. J'étais là à chaque urgence, à chaque faveur, chaque fois que tu appelais. Et tout ce que je demandais en retour était une place à table. Je pouvais entendre sa respiration changer, le poids de mes mots enfin s'enfonçant. Tu ne sais pas ce que ça fait, ai-je continué d'une voix tremblante malgré le calme que j'essayais de garder. D'ouvrir mon téléphone et de vous voir à ma place. De voir ton visage illuminé à côté de personnes qui le connaissent à peine, pendant que je restais ici comme un fantôme. J'ai dégluti. Donc non, Mélanie, je ne vais pas débloquer le fonds fiduciaire. Pas maintenant, peut-être jamais. Mais papa, on en a besoin. On a mis un acompte sur une maison. Vous avez fait des plans sans moi, continuez à en faire. Elle s'est tue à nouveau. Pendant un moment, je n'entendais que le faible bourdonnement de sa respiration et le tic silencieux de l'horloge murale. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Donc c'est tout, tu nous coupes? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait à peine à se lever, illuminant le jardin où Evan donnait autrefois des coups de pied dans un ballon de foot. Non, ai-je dit, vous l'avez déjà fait? Je me mets juste à jour? Sa voix s'est brisée encore, mais je n'ai pas attendu d'entendre la suite. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone de côté et je l'ai regardé comme s'il pouvait sonner à nouveau et défaire les dernières minutes, mais il ne l'a pas fait et je ne le voulais pas non plus. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte arrière et je suis sorti. L'air du matin était piquant, du genre qui te réveille de l'intérieur. Je l'ai respiré lentement, comme si je pouvais nettoyer le résidu de cette conversation de mes poumons. Je ne me sentais pas triomphant, pas cruel, je me sentais clair. Pour la première fois depuis des années, j'ai compris exactement où je me situais dans leur vie. Quelque part derrière la commodité, sous les apparences, mais assez loin de leurs priorités pour que je puisse arrêter de faire semblant. Le silence qui a suivi cet appel était plus bruyant que n'importe quelle dispute que nous avions eue. Mélanie n'a plus rappelé. Evan n'a pas pris contact. Pendant quelques jours, j'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber une pierre dans un puits et d'attendre d'entendre le plouf. Mais rien n'est venu. Pas d'onde, pas d'écho, juste le silence. Au début, j'ai pensé qu'ils se regroupaient peut-être, qu'ils essayaient de comprendre leur prochain mouvement. Puis j'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin entendu quelque chose qui restait gravé, quelque chose qui les obligeait à s'asseoir avec le poids de ce qu'ils avaient fait. Mais, à la fin de la semaine, quand le silence persistait, j'ai commencé à réaliser la vérité.
Il ne savait pas comment me parler à moins d'avoir besoin de quelque chose de moi. Puis les lettres ont commencé. La première était une note polie mais ferme d'un avocat de famille que je ne connaissais pas. Un associé avec un nom composé qui n'avait probablement jamais mis de bottes de travail de sa vie. La lettre n'était pas hostile, mais glissante, pleine de phrases comme « attente préalable »,« engagements verbaux » et « recours possible ». Ça ressemblait plus à un coup de semonce qu'à une conversation. Il voulait clarifier le fonds fiduciaire, quels étaient les termes, s'il y avait eu une indication préalable que les fonds seraient disponibles avant ou après la noce, si ma décision de le geler avait été réactive ou préméditée. J'ai ri quand j'ai lu cette ligne. Réactive ou préméditée, comme s'il n'y avait que deux types de décisions au monde, il ne comprenait pas que ce que j'avais fait n'était pas une question de colère ou de vengeance, c'était une question de préservation. Je ne les punissais pas, je me protégeais moi-même. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que je savais ce qui venait ensuite. Et comme prévu, quelques jours plus tard, j'ai reçu un long email d'Evan. Il commençait par les politesses habituelles. « Salut, grand-père, j'espère que tu vas bien. » Comme si on se remettait juste au courant après des vacances. Mais le ton a vite changé. Il expliquait comment la maison sur laquelle ils avaient mis un acompte était maintenant en danger, comment la lune de miel avait déjà été réduite, comment ils comptaient sur le fonds fiduciaire, même s'ils ne le leur avaient pas dit, ils avaient entendu des choses, et ça était devenu partie de leur plan. Il ne s'est jamais excusé pour la noce, pas directement. Il disait des choses comme « Je suis désolé que tu te sois senti blessé ». Et ce n'était pas personnel, ce qui n'est qu'une autre façon de dire « On savait que ça ferait mal, on s'en fichait juste assez pour ne pas le faire ». J'ai lu son email 2 fois puis je l'ai supprimé. Pas par dépit, mais parce que je savais que répondre ne mènerait qu'à plus de la même chose. Plus de manipulation, plus de tentatives d'adoucir les choses, juste assez pour obtenir ce qu'il voulait. Je n'allais plus être le distributeur automatique de la famille. Je n'allais pas permettre que mon legs se réduise à un signe dollar attaché à leur commodité. La nouvelle a commencé à se répandre dans le reste de la famille. Ma sœur a appelé, sa voix prudente. « Robert, chéri, j'ai entendu qu'il y avait eu des tensions après la noce. » Je pouvais sentir qu'elle sondait, essayant de jouer les médiateurs. Je lui ai donné la version courte. « Pas invité? Fonds fiduciaire gelé? Pas de contact depuis. » Elle a soupiré et a essayé de jouer l'avocate du diable. Tu sais comment sont les jeunes de nos jours? Ils se sentent dépassés. Ils ne pensent pas toujours bien les choses. Ils ont assez pensé pour embaucher un avocat, ai-je dit sèchement. Ça l'a fait taire un moment. Peu après, un cousin que je n'avais pas vu depuis des années m'a envoyé un message sur Facebook. « Salut, je me demandais juste ce qui se passe avec Mélanie et Evan. Ils ont l'air très énervés. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? » Je n'ai pas répondu. Pourquoi faire? Soudain, tout le monde voulait savoir le ragot, mais personne ne m'avait demandé comment j'allais depuis des années. Maintenant que j'étais l'obstacle dans l'histoire de quelqu'un d'autre, j'avais toute leur attention. Un après-midi, j'étais dans le jardin en train de tailler les haies quand une voiture s'est engagée dans l'allée. Mélanie est descendue lentement, vêtue d'une de ces vestes de créateur dont elle se moquait quand on faisait du shopping en outlet. Elle avait l'air fatiguée, fragile, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des jours. Elle a marché vers moi avec prudence, comme si j'étais un chien dont elle n'était pas sûre s'il mordrait. « Papa » a-t-elle dit. « On peut parler ?» Je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai posé les ciseaux, je me suis essuyé les mains sur mon jean et j'ai hoché la tête vers la balançoire du porche. On s'est assis en silence un moment avant qu'elle parle. « Je ne viens pas me battre » a-t-elle dit. « Je viens essayer de réparer ça. » Je l'ai vraiment regardée. La fille que j'avais élevée était toujours là, quelque part sous les années, dans la distance, dans les silences calculés. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir faire confiance à cette version d'elle. « Je t'écoute » ai-je dit. Elle a commencé son discours. Comment Evan luttait, comment il se sentait pris au dépourvu, comment elle n'avait jamais voulu que les choses s'effondrent comme ça. Mais plus elle parlait, plus ça ressemblait à une négociation. Elle a mentionné le fonds fiduciaire une seule fois, mais il était présent dans chaque phrase. Je pouvais le sentir, l'attente silencieuse que cette conversation se termine par ma capitulation. Quand elle s'est enfin arrêtée,
J'ai parlé lentement, choisissant mes mots comme si je posais des briques. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, ai-je dit. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de récupérer quelque chose. Tu as clairement fait comprendre que je n'étais pas partie de ta vie de la façon dont je pensais l'être. C'est ton droit. Mais c'est aussi mon droit d'y répondre avec des limites. Je ne suis pas là pour financer des gens qui ne voient ma femme à valeur qu'en termes financiers. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas scié. J'avais passé trop de temps à me mordre la langue, trop de temps à essayer de maintenir une paix qui n'était jamais mutuelle. « Donc tu en as fini avec nous ?» a-t-elle demandé en se levant. « Non, ai-je dit en me levant aussi. J'en ai juste fini de faire semblant. » Elle ne m'a pas embrassé pour dire au revoir. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait. Elle a marché vers sa voiture et est partie sans regarder en arrière. Je l'ai regardée partir, pas avec colère, pas avec tristesse, mais avec une sorte de quiétude que je n'avais pas ressentie depuis des années. La famille m'avait mis en jugement et, pour la première fois de ma vie, j'avais choisi de me défendre. Ce qui arrive quand on trace une limite, c'est que ça ne fait pas disparaître la douleur, ça lui donne juste un endroit où s'arrêter. Dans les semaines après que Mélanie est partie de mon Porsche sans un câlin, sans un au revoir, le silence dans la maison ne semblait pas triomphant, il semblait honnête. Pour la première fois de ma vie, je ne couvrais pas la douleur avec de la charité, ni ne recousais le rejet avec de la générosité. Je laissais les blessures rester visibles, pas pour punir qui que ce soit, mais pour me rappeler que moi aussi je comptais. Je comptais au-delà de ce que je donnais, je comptais même quand on n'avait pas besoin de moi. La vie n'a pas changé de manière dramatique après ça. Le courrier continuait d'arriver, le café continuait d'être préparé chaque matin, le soleil continuait de se lever sur le jardin arrière comme toujours, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. J'ai commencé à faire de petits changements, de ceux qui ne signifieraient pas grand-chose pour les autres, mais qui pour moi semblaient sismiques. J'ai pris l'invitation au mariage, encore scellée, non ouverte, celle qu'ils ont finalement envoyée après coup, probablement par formalité, et je l'ai brûlée dans le brasero du jardin arrière, sans colère, sans cérémonie, juste un adieu silencieux à la version de moi qui espérait être inclus. Cet homme n'existait plus. Au lieu de vérifier les documents du fonds fiduciaire ou d'attendre que mon téléphone sonne avec des excuses, j'ai commencé à donner mon temps à d'autres endroits. Je me suis inscrit comme bénévole dans une organisation locale qui construisait des maisons pour des vétérans sans abri. L'odeur de sueur et le poids des outils dans mes mains semblaient un retour à la maison. C'étaient des hommes oubliés par leur propre système, des hommes qui ne demandaient pas la pitié, mais appréciaient les dons. J'arrivais avec ma ceinture à outils, j'aidais à marquer des murs ou à couler du béton, et quand on faisait une pause pour le déjeuner, ils me traitaient comme l'un des leurs, sans question sur les mariages, sans jugement, juste un respect silencieux. J'ai aussi commencé à consacrer du temps réel à la motocyclette que j'avais gardée dans le garage depuis que Mélanie était adolescente. C'était une Honda de 78 que j'avais achetée aux enchères il y a des années, toujours avec l'intention de la restaurer. D'une manière ou d'une autre, la vie s'était mise en travers. Élever ma fille, gérer l'entreprise, aider Evan. Mais maintenant, avec de l'espace dans ma vie et de la clarté dans mon cœur, je me suis retrouvé attiré vers elle à nouveau. J'ai nettoyé le carburateur, reconstruit le moteur, commandé des pièces en ligne avec une anticipation que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Cette machine est devenue une métaphore en mouvement. Toutes les pièces étaient encore là, attendant juste l'attention correcte, le soin approprié, les bonnes mains. Mélanie n'a plus repris contact. Evan a envoyé un email de plus court que le précédent, plus froid. Il disait qu'il espérait que j'allais bien, qu'il comprenait ma position même s'il n'était pas d'accord avec elle, et que lui et Elisa s'en sortaient par eux-mêmes. Il n'y avait pas de chaleur dedans, ni d'invitation à se reconnecter. Juste une ligne de sortie polie, comme une note de remerciement de quelqu'un qui rend un cadeau qu'il n'a jamais voulu. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà dit ce que j'avais besoin de dire. Je n'avais pas à le répéter. La partie la plus difficile n'était pas la distance, c'était de réaliser à quel point il semblait peu sentir le poids de ce qui s'était passé. Sans réconciliation, sans vrai remords, juste avancer, comme si le problème avait été moi tout le temps. Mais même ça, avec le temps, est devenu une sorte étrange de soulagement. Parce que quand tu arrêtes de supplier l'affection de quelqu'un, tu commences à remarquer les endroits où vit l'affection vraie. J'ai trouvé de nouveaux rythmes. Je préparais le petit déjeuner du samedi matin pour moi-même.
De grands festins comme ceux que je faisais pour Mélanie quand elle était petite. Bacon, pancakes, café fraîchement fait. Je mettais de vieux disques pendant que je mangeais. Parfois j'emportais mon assiette sur le porche et je mangeais en silence, laissant le son du vent et des arbres suffire. J'ai arrêté d'essayer de capturer de vieux souvenirs et j'ai commencé à en construire de nouveaux, qui ne dépendaient de personne d'autre pour être validés. J'ai même recommencé à écrire, juste de petites choses, des lettres à Hélène que je n'enverrai jamais. Des notes dans un journal sur le travail que je faisais pour l'organisation, des pensées sur l'héritage, le temps et le pardon. Ça faisait du bien de mettre les choses sur papier et de les voir prendre forme en encre. Écrire m'a aidé à réaliser que je n'avais pas tout perdu. J'avais juste perdu une illusion et à sa place, je construisais quelque chose de beaucoup plus stable. La paix. J'ai mis à jour mon testament au début du printemps. Je me suis assis face à M. Forrester dans son bureau, tournant les pages de langage légal avec un calme qui m'a surpris moi-même. J'ai restructuré complètement le fonds fiduciaire. J'ai supprimé Evan et Mélanie comme bénéficiaires, pas par rancune, mais par clarté. J'ai remplacé leur nom par un fonds de bourse pour des étudiants en métier manuel, des jeunes qui voulaient construire des choses avec leurs mains et qui seraient reconnaissants pour une opportunité. J'ai ajouté une clause en gras. L'héritage n'est pas une excuse pour l'exclusion, c'est une récompense pour la connexion, pour le respect, pour l'amour réciproque. Monsieur Forrester m'a regardé quand on a terminé. « Vous êtes sûr de ça, Robert ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je n'avais jamais été plus sûr de rien et je l'étais. Pour la première fois depuis des années, je n'agissais pas par obligation. Je n'essayais pas d'acheter l'amour ni d'assurer une place dans leur avenir. Je réclamais le mien. Quand l'été est arrivé, j'ai sorti la motocyclette terminée sur la route. Le vent a frappé mon visage comme un baptême. Le rugissement du moteur, l'odeur de l'asphalte chaud, le flou des arbres défilant à toute vitesse. Ça m'a semblé être de nouveau vivant. Pas de la façon dont je l'avais été pendant des années, attendant en silence sur le côté, mais de la façon dont se sent un homme quand il arrête de demander la permission d'importer. Je ne sais pas ce que Mélanie dit aux gens maintenant. Peut-être que je suis amer, peut-être que j'ai changé, peut-être que je n'ai simplement pas pu lâcher le passé, mais je connais la vérité. Je n'ai pas changé. J'ai simplement arrêté de faire semblant. Je n'ai pas lâché le passé, j'ai lâché la version de l'avenir dans laquelle j'étais bienvenu, mais pas désiré. Et maintenant, dans la quiétude de ma propre vie, j'ai enfin de l'espace pour respirer. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.